Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux et nombreux à cette rencontre avec l'autrice-réalisatrice Ovidie. Je suis très heureux de vous présenter cette conférence. Mais avant tout, je vais vous parler de ce qui va se passer les 2 prochains jours au festival, puisque le festival termine demain. Vous avez l'occasion d'aller au Village Festival qui fermera ses portes demain soir, où vous pourrez découvrir notamment des expositions, l'exposition des costumes d'une nounou d'enfer notamment, et aussi une exposition sur The Wire, des animations, de la réalité virtuelle. Et demain, je vous donne rendez-vous au Tripostal aussi, au Village Festival by Crédit Mutuel, pour découvrir et rencontrer Anne Berest, la présidente du jury du Panorama International. Le Panorama International, c'est 15 séries du monde entier, du meilleur de la création des séries du monde de l'année passée. Cette année, on a également une compétition internationale, comme tous les ans, dont le palmarès va être annoncé demain à la cérémonie de clôture. On a également une compétition française et pas mal d'autres projections. Je vous invite à retrouver tout le programme sur seriemania.com. Et vous pouvez également vous connecter sur seriemaniadigital.com pour revoir toutes les rencontres qui ont eu lieu au festival et aussi voir les séries en replay directement sur la plateforme. Alors, pour présenter rapidement Ovidie et Iris Bray, Ovidie est autrice, réalisatrice notamment de la série animée documentaire Libre sur Arte TV. Et elle va sortir très bientôt une nouvelle série sur Canal+ qui s'appelle Des gens bien ordinaires. Et peut-être qu'elle vous en parlera aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de sexualité et de séries, et c'est pour ça qu'on a proposé à Iris Bray de venir animer ce dialogue, puisqu'elle est autrice du livre Sex and Series, qui interprète, décrypte la sexualité représentée dans les séries. Et donc, on va vraiment parler de ça aujourd'hui, de comment est-ce qu'on représente les sexualités dans les séries qui sont toutes très contemporaines, dans celles qui ont été choisies pour illustrer cette rencontre. Alors, il ne me reste plus qu'à les accueillir sur scène. Ovidie et Iris Bray, sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là avec Ovidie et avec vous tous et toutes. Ovidie me disait juste avant qu'on arrive, peut-être qu'on devrait leur dire comment on se connaît, parce que c'est vrai qu'on se connaît. Parce qu'on se connaît, bibliquement. On se connaît. Pas encore. On a passé un certain temps dans une chambre d'hôtel. C'est vrai. C'est vrai. C'était au moment du Covid. C'était un moment assez spécial parce que Ovidie venait de devenir docteur, puisque j'ai fait partie en fait du jury pendant sa soutenance de thèse, et que nous sommes aussi toutes les deux docteurs en études cinématographiques. Voilà. Donc on se connaît par ce biais-là. Et c'est vrai que j'admire Ovidie dans sa manière de penser les choses de manière transversale, et aussi le fait qu'elle puisse passer d'une casquette à l'autre. Et la manière dont j'ai un peu pensé aujourd'hui ce dialogue, c'est à travers des extraits qui ont été aussi choisis par Philémon, qui m'a aidée. Et la question un peu de départ que j'avais, c'était est-ce que on arrive en France à avoir des séries qui représentent des sexualités de manière contemporaine? Et alors récemment, vous avez peut-être pu voir Drôle. Je sais que certains épisodes ont été montrés ici, et je trouve notamment qu'il y a une scène de sexe hétérosexuel intéressante à l'épisode 5, mais je ne vais pas la divulgacher si vous ne l'avez pas encore vue. Mais en me posant cette question de départ, et il faut savoir quand même que je regarde beaucoup de séries françaises, mais j'ai aussi demandé à des amis critiques. Eh bien, finalement, il n'y avait pas tant d'exemples que ça qui arrivaient. Et le premier exemple, et que j'ai choisi, et qui va peut-être nous servir comme base avec Ovidie pour aborder plusieurs questions, est une scène d'ouverture d'une série Canal+, qui s'appelle Le Bureau des légendes,
parce qu'on m'a dit, tiens, cette scène-là est très contemporaine. Alors donc nous allons commencer cet après-midi avec une scène de 69 pour chauffer un peu la salle. Mais vous allez voir que, en fait, pour moi, cette scène qui pourrait paraître contemporaine, parce que c'est vrai que on n'en a pas tant vu que ça des 69 dans les séries françaises, pour moi, dans sa mise en scène, elle reste extrêmement conservatrice. Et c'est ça, en fait, dont j'aimerais aussi qu'on puisse parler aujourd'hui avec Ovidie, c'est de plusieurs aspects, c'est-à-dire parler de l'industrie, parler de comment est-ce qu'on fabrique des scènes de sexe, comment est-ce qu'on les montre, mais parler aussi de mise en scène. Et ce que je vous propose, avant qu'on lance la scène, c'est d'être attentif à plusieurs choses. J'aimerais que vous soyez attentifs au premier plan. Comment est-ce que la scène de sexe est annoncée ? Vous allez voir que ça va être à travers d'un dispositif de drap, et le drap va être poussé. J'aimerais que vous soyez attentifs au positionnement des corps et attentifs au plaisir féminin. Et après, on analysera ça ensemble avec Ovidie. Donc on peut lancer l'extrait 1, Bureau des légendes, s'il vous plaît. Est-ce que cette scène t'inspire ? Alors c'est marrant parce que on l'a déjà regardé une fois ensemble, vite fait, dans le train ce matin, mais sans le son. Donc là, j'ai la version. Parce que c'est un peu compliqué de travailler dans le train ensemble des scènes de sexe. C'est l'histoire de ma vie, hein. Mais c'est vrai que là, c'était un tout petit peu compliqué. Et avec le son, ça me choque un petit peu plus, en fait, parce que je me dis, mais il n'y a rien qui va dans cette histoire. Effectivement, elle continue à jouir. On ne comprend pas. On ne comprend pas comment, en fait. On comprend pas. Alors, si quelqu'un sait jouir en l'air, les fesses en l'air, contre un ventre mou d'homme, dites-nous. Tuto Bureau des légendes. Non. Non, c'est vrai que ça va pas fort, non. Et un autre truc qui m'a choquée, que j'avais pas vu ce matin, mais c'est parce que j'avais pas entendu le petit je suis désolée, il faut que je m'en aille avec un pipeau. Mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Point confession Ovidie. Écoute, je vous le dis, bon, c'est catastrophique, hein, mais ma vie intime est catastrophique, mais ça faisait 2 ans que j'avais pas eu de rapport hétéro. Et j'ai décidé de coucher avec un type et il m'a fait ce plan-là, en plein milieu de la nuit, de se barrer, genre j'ai piscine, quoi. Et c'est horrible. Et là, quelque part, tu fais revivre un trauma, quoi. Mais vraiment, je suis pas à l'aise, partagent dans la salle. J'ai un peu chaud et froid en même temps, là, tu vois. Ouais, on comprend. Ouais. Bon, bref, non, sinon, il y a effectivement la scène. Au début, ça part bien. Ça part pas si mal, mais sauf l'histoire du drap que tu vas décrypter, je suppose là, mais ça part pas trop mal. Mais c'est vrai que c'est pas crédible qu'elle jouisse comme ça avec les fesses où il se passe rien, les fesses au niveau de son torse. Enfin, non, ça va pas. Et effectivement, il y a, mais j'imagine que tu vas revenir dessus aussi, l'histoire de la poitrine qui est dévoilée, faute de raccord, poitrine voilée. Ouais. Pourquoi sa poitrine est dévoilée quand elle est sur le ventre, mais qu'elle est voilée, qu'elle est cachée à partir du moment où elle est sur le dos. Enfin, voilà. Oui, donc moi je trouve que c'est un bon exemple pour penser qu'il y a des choses contemporaines qui se passent. Et en fait, en le revoyant cet extrait, j'ai pensé à une autre scène de 69 qui était dans une série américaine qui s'appelle The Americans, où la scène de 69, en fait, faisait totalement sens parce que ça racontait quelque chose des personnages qui était le fait qu'ils arrivaient à nouveau à égalité dans leurs sentiments amoureux, parce qu'ils étaient à nouveau tombés amoureux l'un pour l'autre, et du coup, ce parfait 69 montrait quelque chose de l'égalité. Or là, on voit bien que ça ne raconte rien de l'égalité, et que donc cette scène qui est choisie est faite sûrement pour un peu surprendre et choquer, et la manière, en fait, dont nous, spectateurs, spectatrices, on est placés par ce plan qui a d'abord sur un voile, nous place en fait tous et toutes dans la position de voyeurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un ressenti des sensations, on est tout de suite dans une position d'être à distance de ces deux corps. Et après, on nous fait croire que c'est important de montrer des femmes qui jouissent en nous montrant une femme qui jouit dans une position qui est absolument impossible de manière anatomique pour atteindre l'orgasme. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et notamment, c'est vrai qu'une des choses que je remarque autour de la nudité, et c'est pas pour donner des mauvais ou des bons points, mais c'est juste pour essayer de comprendre comment une scène de sexe qui a sûrement dû être écrite comme les deux personnages font un 69, elle jouit, il se barre, bon, trauma, et encore, elle a joui. Bon, je vais me reconcentrer, ça va redevenir sérieux, je vous promets. Le couteau dans la plaie, là. Je vous promets. Mais c'est vrai que oui, au moins elle a joué. Ouais. Et voilà. Ça raconte des choses intéressantes sur. Bon, bref.
C'est encore un tout autre débat. C'est encore un tout autre débat, mais en fait ça raconte quelque chose, parce que tout d'un coup on pense que le plaisir féminin est important, or il ne l'est pas. Lui, quand il fait sa petite remarque sur sa jambe, c'est comme si on avait vraiment quelque chose à foutre, qu'il sente rien dans sa jambe, comme si elle avait senti quelque chose dans son sexe. Et ça se termine par ce plan aussi où les seins de la comédienne sont tout d'un coup cachés, et le faux raccord en fait nous sort presque de la scène. Et peut-être qu'on pourrait commencer, Ovidie, à parler de quelles sont les parties du corps qu'on peut montrer, comment est-ce que les classifications fonctionnent en France, et qu'est-ce que ça veut dire de montrer des seins, de montrer des sexes, voilà. Alors ça, c'est quand même un point qui est hyper intéressant. C'est que, bon, vous avez déjà remarqué, quand par exemple vous êtes sur Netflix, vous regardez une série, il va y avoir écrit interdit au moins de 16 parce qu'il va y avoir 3 gros mots ennemis, par exemple. Il y a certaines vidéos aussi où il n'y a rien de spécial en termes de nudité, mais parfois où il va juste y avoir des propos un peu choquants, enfin choquants en tout cas, ayant trait à la sexualité, aux sexualités, sur YouTube, où maintenant il va falloir se connecter, il faut se connecter, rentrer son adresse mail, etc. etc. Sur des images qui ne sont pas pornographiques par ailleurs, donc normalement on ne devrait pas être obligé de rentrer toute notre identité pour pouvoir se connecter là-dessus. Collecte de data au passage. Mais donc ça c'est intéressant parce que c'est pas exactement la même classification qu'on a en France. En France, on a la signalétique CSA, pardon. Vous avez déjà vu, je sais pas, si vous regardez L'homme du Picardie sur France 3. Enfin, bon, ça passe peut-être plus depuis au moins 20 ans, j'en sais rien, ou 30 ans. Non, mais si vous regardez, voilà, Julie Lescaut. On est en train de perdre la salle, Ovidie. Non, bah voilà. Non, mais ce que je veux dire, si vous regardez un programme, même sur Canal+, même si Canal aujourd'hui, MyCanal, c'est aussi une plateforme concurrente, mais voilà, parmi les diffuseurs qui respectent les règles françaises, voilà, on a la signalétique. Programme de catégorie 4, c'est 16 ans. Programme de catégorie 5, c'est 18 ans, donc pas au-delà de minuit. Enfin, au-delà de minuit, pas avant minuit, c'est seulement sur certaines chaînes. Catégorie 4, donc 16 ans, c'est interdiction, c'est autorisé de montrer des seins, mais interdiction de montrer une vulve, c'est-à-dire sexe, debout, pubis, avec poil, sans poil, ça passe catégorie 5, interdit au moins de 18 ans. Mais donc voilà, il y a des choses un petit peu précises comme ça qui font qu'en France on classe ça comme ça. Et puis le CNC classe aussi, vous le savez, les films interdits moins de 12 ans, interdits moins de 16 ans, interdits moins de 18 et classés X. Bon, on peut dire ce qui fait qu'un film va être classé moins de 16 ou moins de 12, c'est parfois un peu au doigt mouillé, c'est parfois un peu subjectif, puisque c'est une commission, et c'est le jeu des commissions de faire dialoguer les subjectivités. Il y a un tel qui va dire « Ah non, moi je trouve ça trop choquant, c'est moins de 16. Ah bah non, moi je trouve ça moins de 18. Ah oui, mais si c'est moins de 18, tu condamnes économiquement le film, etc. » Bon, bref. En France, jusqu'à présent, les règles de diffusion, c'était ça. Et là, effectivement, sur impulsion des plateformes, ces règles-là, elles sont complètement rebattues, en fait. C'est-à-dire, ce qui est considéré moins de 16 sur Netflix ne correspond pas à ce qui va être moins de 16 d'après le CNC ou même d'après la signalétique CSA, en fait. Ni CNC ni CSA. Parce que ça va être la magie des algorithmes, je suppose, sur Netflix, qui, à mon avis, ils ne se réunissent pas au comité pour dire tel film, ça va être moins de 16. Enfin, je veux dire, je pense que ça répond à des grilles extrêmement précises ou à des algorithmes, je sais pas, la magie des algorithmes. Enfin, je sais pas d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'il y a écrit moins de 16, nudité, machin, truc muche, sur une série, je sais pas. Mais donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces règles de diffusion, sur impulsion américaine, sur impulsion des plateformes, elles sont en train de changer aussi. Donc, pour réponse longue pour dire voilà, qu'est-ce qu'on a droit de montrer, et ben j'ai envie de dire ça dépend. Qu'est-ce qu'on a droit de montrer sur Netflix, ou qu'est-ce qu'on a droit de montrer sur Canal+, ou qu'est-ce qu'on a droit de montrer sur France Télévisions. Et récemment, on a vu la série Pam et Tommy. Ouais. C'est très étonnant. Je ne sais pas si vous avez vu Pam et Tommy. Pam et Tommy, c'est quand même sur Disney+, qui est quand même l'endroit où on l'attend le moins. Bon, moi, je suis très bonne cliente pour ce genre de truc, donc j'ai adoré. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont Peut-être on rappelle juste... Pam et Tommy, c'est... Pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y. Non, Pam et Tommy, c'est l'histoire de Pamela Anderson et Tommy Lee, le batteur de Motley Crue.
Et à l'époque où leur sextape avait fuité et avait été commercialisé, et c'est très mal, mais je me souviens à l'époque quand elle est sortie, je suis allée la visionner, je suis allée la chercher au vidéoclub et je l'ai regardée. Et il se passe pas grand-chose au final, c'est assez déceptif, mais bon bref. Et donc la série porte là-dessus, sur comment elle l'a vécu, etc., d'où c'est parti, enfin voilà. Et je sais pas donc si vous l'avez vu, mais dans cette série, sur Disney+, je le rappelle, il y a énormément de plans de sexe en érection. C'est assez déstabilisant, et de scènes de masturbation masculine, donc où on voit vraiment tout, quoi, absolument tout. Et pas une seule fois de plan de vulve, et je suis même pas sûre qu'on voit des plans de seins. Si, on voit ses seins. On voit ses seins, elle. Ouais. C'est marrant, ça, je les ai. Tu les as oubliés ? Ouais, je les ai oubliés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit pas de plan de vulve, alors qu'on voit vraiment très très bien. Oui, enfin, il fait même l'hélicoptère. Enfin, et puis oui, il lui parle, sa bite lui répond, etc. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc ça me pose question, en fait. Je me dis, tiens, c'est marrant. Nous, par rapport aux règles, donc plutôt CSA, catégorie 4, catégorie 5, clairement, si on voit une bite en érection, ça passe directement en catégorie 5, quoi. Donc catégorie 5, ça veut dire interdiction moins de 18 ans, interdiction de diffusion avant minuit, et seulement sur les chaînes spécialisées. Ouais. Donc c'est assez intéressant de voir que sur Disney+, que là on voit une bite, alors que traditionnellement plutôt sur les chaînes françaises, si on avait vu une vulve, tant qu'elle n'est pas écartée, tant que c'est pas du pink comme on dit, ça veut dire quoi, pink ? ce serait passé. C'est rose. Pink, c'est rose, donc c'est l'intérieur des lobes. C'est en gros. J'adore que tu mimes là. On est vraiment au moment où elle mime. Non, je veux dire, si t'es debout, voilà, ouais, c'est catégorie 4. Et si t'es comme ça, c'est catégorie 5. Voilà, c'est ça que ça veut dire, en gros. Donc, moi, je trouve ça intéressant de voir que, voilà, là, il n'y a pas eu du tout de représentation. J'imagine qu'ils n'ont pas le droit, en fait. Enfin, je sais pas, en fait. Donc, je me pose des questions, voilà, par rapport à comment nous, on l'aurait classé ici. Ici, on l'aurait classé directement catégorie 5. Moi, je me pose la question de à quand est-ce qu'on va avoir un clitoris en érection ? Non, mais c'est vrai, parce que le clitoris est aussi en érection. Ce serait génial d'avoir un plan de ça et d'avoir le CSA. Mais tu sais, je crois que même un clitoris tout mou, tout fatigué. Même un clitoris fatigué, ce serait déjà une révolution. Ce serait en fait. À vrai dire, je l'ai vu ça dans un film documentaire de Camille Dusselier qui s'appelle Sorcières mes sœurs. Et c'est la militante féministe et lesbienne Thérèse Claire qui a plus de 80 ans qui se masturbe. Et il y a vraiment un extrême gros plan de son sexe et de son clitoris en érection. Et je me suis amusée à projeter cet extrait sur des murs dans Paris en très très grand. Et c'était très intéressant de voir les réactions notamment des hommes. Et la réaction la plus intéressante que j'ai eue, c'est je ne savais pas qu'à cet âge-là, on pouvait encore se masturber. Et en fait, ça raconte beaucoup de choses en fait, sur l'impact aussi de nos représentations et des choses qu'on voit. Et je vais donc faire une petite transition sur... est-ce que, je ne sais pas si vous m'entendez, mais est-ce que je peux changer l'ordre des extraits ? C'est chiant pour vous ou pas ? Parce que là, j'ai une transition parfaite, mais pour un autre extrait. Si c'est chiant, je peux réinventer une autre transition. C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut lancer l'extrait de Nona et ses filles, qui est une série qui a été diffusée sur Arte, créée par Valérie Donzelli et Clémence Perdria. Et j'aimerais justement qu'on commente l'idée de la sexualité des femmes ménopausées. Donc le premier extrait, ce sera Nona, et on enchaînera avec un deuxième extrait de Libre, qui est la série documentaire d'Ovidie. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu peut-être de Libre, comment c'est arrivé, pourquoi c'était important pour toi de faire cette série documentaire ? Alors, Libre, c'est l'adaptation sérielle en image animée d'une bande dessinée, enfin d'un manifeste illustré plutôt, qui s'appelle Libre, manifeste contre les dictats sexuels, qui est donc illustré par la talentueuse Digli. Et sur lequel on avait commencé à travailler en 2013 ensemble, puis qui est sorti en 2017, et qui était justement sur les dictats sexuels, c'est-à-dire comment on se crée de nouvelles injonctions dans notre intimité, qu'est-ce qui fait qu'on se sent obligé de correspondre à telle norme, et ce qui fait qu'on se sent obligé à la performance ou correspondre à une certaine image, en tout cas de ce qui est représenté, des stéréotypes qui sont représentés dans notre environnement culturel et médiatique. Et donc voilà, on l'a décliné en série de programmes très courts, 3 minutes 30 chacun, il y a une dizaine d'épisodes, c'est sur la plateforme Arte,
arte.tv, c'est accessible gratos, allez-y, vous pouvez la binger, enfin voilà. Et en fait, ce qui fait que moi j'ai eu envie de l'adapter en série, c'est que je voulais que ce soit accessible au plus grand nombre, puisque bon, ça avait été un succès en librairie, mais il n'empêche que tout le monde n'a pas, je sais pas combien il est, 15 balles ou 18 balles dans une BD comme ça. Et je me suis dit, puisque la population que moi j'ai envie de la cible, enfin les gens que j'ai envie de toucher, les gens à qui j'ai envie de parler, c'est quand même majoritairement des filles et surtout des jeunes filles en fait. Je me dis comment leur parler facilement, avec une série gratuite qui se binge comme ça avec son téléphone. Et de fait, ça a vraiment marché puisqu'on était à 60 millions de vues. Et ça a même marché dans des pays absolument improbables, puisqu'il y a certains territoires d'Arte, enfin les territoires d'Arte, vous le savez, ça ne se limite pas à la France, mais il y a certains pays où ça a fonctionné, genre la Pologne quand même. La Pologne qui est vraiment le dernier endroit où je pensais que ça allait fonctionner. Et Pologne, Allemagne, Espagne, Italie. Et alors, où là-bas, moi je suis totalement inconnue au bataillon, hein, donc c'est pas une histoire de faire de la promo là-bas, zéro promo, et le truc a quand même été vachement regardé, preuve qu'il y avait une demande. Et le principe de Libre, c'est certainement pas de donner des conseils, parce que moi j'ai de conseils à donner à personne, je pense que vous l'avez compris 2 secondes tout à l'heure, ma vie est déjà assez compliquée, donc je donnerai de conseils vraiment à personne, je m'en garderai bien. Mais plutôt de dire, voilà, on va essayer de comprendre d'où vient la source de notre aliénation, finalement, d'où ça vient. On va essayer de déconstruire ça ensemble, mais on va surtout faire preuve d'auto-indulgence envers nous-mêmes, parce que c'est pas parce qu'on comprend comment se construisent ces mécanismes-là qu'on sait les déjouer, en fait. Il y a plein de choses que... c'est pour ça qu'on donne pas de solution, on ouvre des pistes de réflexion, et puis à la fin, on vous dit, voilà, dépatouillez-vous avec tout ça, quoi, et puis on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, en fait. Et quand tu vois, par exemple, le début de cette série, Nona et ses filles, tu te dis quoi? Qu'est-ce qu'elle te raconte, cette série qui est sortie là il y a quelques mois? Moi, j'ai trouvé ça assez chouette. J'avais regardé les 3 premiers épisodes. Alors moi, je me lasse vite, hein, donc quand je regarde les 3 premiers et que j'arrête, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, mais j'avais regardé ça et j'avais trouvé ça assez chouette, parce que les représentations de sexualité chez les femmes, ne serait-ce que ménopausées, en fait, il y a peu, on commence à en parler de plus en plus. Il y a une super chouette série radio, un LSD sur France Culture là-dessus. Enfin, on commence aujourd'hui à en parler, mais moi j'ai quand même pas mal de copines qui sont un peu plus âgées que moi, qui ont parfois 10 ans, 15 ans de plus que moi, et qui me disent, mais on n'avait pas eu le mémo, en fait. Il y a plein de choses qu'elles découvrent en matière de, pas juste de sexualité, mais juste même de rapport au corps, de modification du corps. Elles disent, mais on nous avait pas dit, quoi. Les poils pubiens blancs, on nous avait pas prévenu. Il y a un épisode de Sex and the City sur ça, parce que Samantha se teint. Mais bon, voilà. Donc c'est plutôt pas mal qu'il y ait plus de représentation, puisque de fait ça va avoir une influence, un impact sur nos propres pratiques derrière, quoi. C'est pas juste, tout n'est pas décorrélé, quoi. Il va pas juste y avoir des représentations là de sexualité sur un écran, on se dit ouais c'est du spectacle, ça m'atteint pas. Non, c'est pas vrai, en fait. Ce qu'on voit là, les représentations de sexualité qu'on voit là, elles nous influencent derrière dans notre chambre à coucher, pour de vrai. Moi, quand j'ai écrit le livre Sex and the Series, j'avais remarqué que les 3 choses qui restaient le plus tabou à montrer, c'était les 3 M. C'était des femmes qui étaient mères et qui continuaient à avoir une activité sexuelle, les femmes ménopausées qui continuaient à avoir une activité sexuelle, et les femmes qui avaient leur menstruation qui continuaient à avoir une activité sexuelle. Et on en parlait dans le train de cette séquence de Crazy Ex-Girlfriend qui s'appelle Period Sex. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Est-ce que peut-être tu veux nous en... Toi aussi, tu l'as vue et elle t'a marqué? Moi, je suis grande fan de Crazy Ex-Girlfriend. J'ai trouvé ça super parce qu'en fait, bon, il y a 75 épisodes, je me les suis farcis 2 fois, donc ça veut dire, tout à l'heure, je vous disais, j'abandonne vite les séries, mais en fait, il y en a certaines où j'avais envie de vivre dans ce monde-là, en fait, parce que il y avait une diversité déjà, ne serait-ce que de personnages qui étaient représentés, et sans que ce soit un sujet. C'est-à-dire, souvent, dans les séries ou dans les films, si par exemple vous mettez un personnage, je sais pas, homosexuel ou une personne transgenre, ça va être regardez, et tout à coup, toute la narration, l'intégralité du scénario va se construire autour de ça, quoi. C'est quand même un peu souvent ça. Là, en fait, non, il y a des personnes qui sont comme ça, des personnes qui sont comme ça, et tout le monde cohabite joyeusement, et on pointe pas du doigt en disant attention, on va faire un épisode où il va y avoir une personne transgenre. Et donc il y a un épisode où elle a naturellement, en fait, elle propose naturellement de mettre une serviette en dessous parce qu'elle a ses règles, et ça se passe
comme ça, en fait, comme dans la vraie vie. Et voilà. Enfin, voilà, sur l'épisode sur Période Sexe, puis elle chante, elle a une super chanson. En fait, on aurait dû sélectionner Période Il faut savoir Sexe. que cette chanson qui s'appelle Period Sex, que je ne vais pas chanter parce que je ne sais pas chanter, et qu'après après c'est un truc qu'on a dans la tête toute la journée, mais elle a été d'abord censurée par le network et du coup elle s'est retrouvée sur Internet et elle continue de très bien marcher. C'est mon hymne. Hein. Ouais, c'est ton hymne. Non, mais c'est vrai que quand même, dans le nombre de séries qu'on regarde et le nombre d'heures qu'on passe avec des héroïnes, elles n'ont jamais leurs règles. Jamais on va voir quelqu'un qui va aux chiottes enlever son tampon. Alors que bon, quand on passe quand même 10 ans de leur vie avec elles, on se dit à un moment peut-être que ça va leur arriver. Franchement, en mémoire de tous les draps massacrés, de toutes les alaises jetées, jamais récupérées. Enfin, franchement, ouais, on pourrait faire des scènes un peu plus, voilà. Bah, À cette gloire-là. cette gloire-là. En parlant de fluide, je vais vous Au nom de demander tous les draps sacrifiés sur l'autel des menstrues. Je pense que tout le monde est ravi d'être dans la salle en ce moment. Pour continuer sur des petites choses visuelles, de draps souillés, on va continuer en parlant de sperme. On va lancer un extrait d'une série qui s'appelle Generation, qui a été créée par Zelda Barnes et Daniel Barnes, qui a été diffusée sur Canal+. Et qui a été produite par Lina Dunham. Et suite à cet extrait, il y aura un autre extrait de Libre. On peut les lancer. Est-ce que je laisse la salle digérer? Bon appétit. Est-ce que tu as l'impression, par exemple, en voyant cet extrait de Generation, que ça raconte quelque chose de nouveau sur les masculinités et qu'est-ce que ce premier extrait te raconte? Écoute, je sais pas parce que j'ai pas tout compris. En fait, j'ai pas compris quelle était à qui appartenaient Ses parents les qui se voix disputent. féminines. C'est sa sœur et ses parents qui se disputent. Ok, dehors. donc- Et lui, il regarde un truc, un porno à base de hot dog et de, Oui, et de burgers. ça, j'avais compris. Moi, ce qui m'a fumé, c'est le petit mouvement d'orteil. Mon regard, il a été hypnotisé par ça. Non, je sais. Là, j'avoue que je la connais tellement pas la série que je sais pas trop comment sur quoi Je réagir. pense même bon, après, moi, je trouve que c'est vraiment une des séries les plus réussies sur l'adolescence et les jeunes adultes. Et je trouve ça peut-être beaucoup plus radical en fait que Sex Education, dont on entend beaucoup parler. Mais moi, ce qui m'intéressait en fait dans cet extrait, c'est le plaisir que prend ce jeune garçon en fait, et à éjaculer, et aussi à l'idée de goûter son sperme et de se dire qu'il y a quelque chose de dédramatisé. T'as en tête une séquence similaire avec une nana qui... Ah bah non. T'en as une, toi? Non, mais je demande, puisque c'est toi le savoir encyclopédique en matière de série, J'ai c'est cru pas que moi. t'allais Hein, dire moi, autre chose. Non, j'ai pas de fille qui Non. goûterait sa cyprine. Non, j'ai Parce que pas... ça s'appelle la cyprine, parce que récemment j'ai fait un dîner et une femme ne connaissait pas ce mot et j'ai eu envie de faire des t-shirts avec le cyprine, mais ce sera pour une autre vie. Est-ce que vous avez en tête une scène où une fille goûterait sa cyprine dans une série télé? Après, il y a un truc qui est clair, c'est que le sperme, il est surreprésenté dans notre environnement culturel, hein, dans les séries, mais comme ailleurs, au cinéma, ou même sur le ton de la blague. Hein. Je sais pas, c'est dans Marie à tout prix. Enfin bon, voilà, même sur le ton de la blague, le sperme, il est là, il est représenté, alors que peu ou pas, comme bon, les menstrues, voilà, on n'en parle même pas. On a parlé de Crazy Ex-Girlfriend pour dire à quel point c'était juste l'exception, quoi. Mais sinon, j'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai plein de souvenirs cinématographiques avec des histoires de sperme, mais pas avec, je sais pas, un mec ou une nana qui serait tartiné, ou de cyprine, ou je sais pas quoi, ou une nana qui se goûte, ou enfin, l'équivalent de ça, quoi, en fait. J'ai pas, non. Et ce qui est intéressant, c'est même dans le porno, on va dire le porno c'est encore un truc à part, mais c'est jamais que le prolongement de ça. Le porno, c'est jamais que la vision exacerbée de ce qu'on voit dans le reste des médias, en fait. Et même dans le porno,
où on voit de tout, des doubles pénétrations, de machin et tout, du gap, c'est-à-dire des trous dilatés, machin, tout ça. Ou même des boucaquets avec plein de, genre, 30 mecs qui éjaculent sur le visage d'une fille. Mais en revanche, j'ai pas le souvenir de toute ma vie d'avoir vu un porno avec une nana qui avait ses règles, par exemple. Ce qui est pourtant d'une écrasante banalité, d'une affligeante banalité, et pourtant, j'ai pas le souvenir d'une seule scène. Bon, après, voilà, j'ai pas non plus. Mais bon, quand même, je suis censée connaître un peu, machin, tout ça. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une seule scène avec une nana ou un mec, enfin, avec une personne menstruante, quoi. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler, toi, de la série là, que tu as fait pour Canal+ Décalé et qui va sortir fin mai? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as voulu aller vers la fiction? Et justement, est-ce que tu avais besoin de raconter des histoires que toi, tu n'avais pas vues? Ou c'est quoi le geste pour toi de faire cette série? Et peut-être que tu peux nous faire le pitch de la série? Le pitch de la série, alors je suis pas forte pour les pitchs, mais donc c'est une série que je viens de terminer qui s'appelle donc Des gens bien ordinaires, qui est une série qui sortira sur Canal fin mai ou début juin, et qui est donc une série de fiction, effectivement, et qui se passe dans un monde dystopique où les rapports de genre sont inversés. Donc le personnage principal, c'est un jeune garçon de 18 ans qui est étudiant en sociaux et ça se passe dans les années 90 et qui cherche une radicalité politique et qui cherche en gros à faire chier ses parents et son milieu social et la nana avec qui il est à ce moment-là, qui a une emprise totale sur lui et ses camarades de fac et tout ça, et qui espère trouver une forme de rébellion sur les tournages pornographiques. Et en fait, il y découvre des gens bien ordinaires, d'où le titre en fait, où finalement les rapports de genre sont les mêmes que n'importe où les représentations sont stéréotypées, mais pas plus fait. Mais finalement, c'est jamais que ce que je disais tout à l'heure, c'est jamais que le reflet exacerbé de ce qui se joue ailleurs. Et où en fait il n'y a pas de ni de paillettes ni de violence ni quoi que ce soit, où c'est juste pourri comme dans le reste de la société, ni plus ni moins en fait. Et donc il se rend compte que cette rébellion qu'il espérait, ben en fait elle fait un peu pchit. Donc voilà, c'est une série de fiction. On a un très chouette casting, c'est Jérémy Gillet qui joue le rôle de Romain, on a Romane Bourringer, Andrea Bescon aussi, qui est formidable et qui est aussi très engagée sur toutes ces questions-là. Raïka Zanavicius, je sens que je vais oublier mes 1000 personnes, Muriel Combeau, on a Agathe Bonitzer qui est aussi une super actrice hors du temps, un peu nouvelle vague comme ça. Enfin bon bref, on a plein de gens super chouettes. Fadili Camara, tout ça. Et pourquoi la fiction arrive dans ta vie à ce moment? Eh ben parce que moi je continue à faire et la série de fiction. Je continue à faire du documentaire quoi qu'il en soit. Après, je me suis rendu compte, surtout sur un documentaire que j'ai fini là, qui va être diffusé sur France 2 à la fin du mois d'avril, mais qu'il y avait beaucoup de reconstitutions et que finalement, ça restait toujours très proche du réel. Mais que malgré tout, il y avait une part qui était pas fictionnée, mais qui en tout cas était très mise en scène, et que en fait, le documentaire c'est du récit construit, quoi qu'on en dise. C'est pas, moi je suis pas journaliste, je suis documentariste, qui est pas tout à fait la même chose. Donc j'admets avoir un point de vue extrêmement subjectif sur le monde, et pas du tout. Je prétends pas une quelconque neutralité quand je fais du doc. Et donc là, je me suis dit, allons jusqu'au bout en fait, allons jusqu'au bout de la fiction. Sur ce truc, et puis j'avais envie de raconter cette histoire tout en mettant un peu le réel à distance. Vous avez compris quand même que ce personnage de Romain il ressemble un petit peu au mien, puis ça se passe en 99, donc ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu en 99, mais le fait de faire de la fiction, ça me permet une plus grande distance avec ça, quoi. Ça me permet de raconter une histoire sans que ce soit complètement moi aussi, voilà. Parce qu'on peut peut-être rappeler ton sujet de thèse du coup. Ouais, c'était l'autonarration au cinéma. Comment on se raconte soi-même au cinéma. Et est-ce que toi, en tant que spectatrice ou créatrice, il y a des images qui te manquent, auxquelles tu penses, que tu aimerais créer ou que tu aimerais voir? Il y a plein de trucs. En fait, déjà, moi, j'ai pas le souvenir d'une scène de sexe qui me soit adressée. C'est-à-dire, il y a des scènes de sexe qui parfois m'émeuvent un peu,
où parfois je vais m'exciter sur des choses qui sont pas très sexuelles en apparence, en tout cas des trucs d'intensité. Je sais pas, par exemple, un des films que je trouve les plus excitants, c'est Qui a peur de Virginia Woolf. Moi, quand ils s'engueulent là comme ça tous les deux, Elizabeth Taylor et Richard Burton, j'ai l'impression d'être à la maison, quoi. Non mais blague à part, j'ai l'impression, enfin moi ça m'émeut, ça m'excite presque, quoi. Bon voilà. Pourtant il n'y a pas de sexualité à l'écran, mais mais à côté de ça, il y a des scènes de sexe. On parlait de Call Me by Your Name ce matin. Il y a des scènes que je trouve super excitantes, mais elles ne me sont pas adressées, moi, en tant que femme. Donc, pour le moment, je cherche encore la scène de sexe qui arrivera à me titiller, moi, où je me dis, ah ouais, tiens, ça pourrait correspondre à un truc que j'aimerais, ou qui me plairait, ou qui m'exciterait, ou je sais pas quoi. Donc ça reste, pour moi, c'est un truc qui reste encore un peu à faire. Mais après, au-delà des questions de sexualité, parce qu'il y a d'autres représentations de l'intime à l'écran qui sont pas forcément liées à la sexualité, mais par exemple une scène d'accouchement crédible, moi je trouve ça hyper intéressant, quoi. Il y en a pas beaucoup, hein, des scènes d'accouchement crédibles, elles arrivent toutes en hurlant aux urgences, et puis ça braille dans tous les sens, et puis chirurgien qui court, en général c'est pas comme ça, quoi. Moi je trouverais ça chouette, déjà, des scènes d'accouchement dans des documentaires qui sont très réussis, qui sont émouvantes et tout, j'en ai vu plein, ou terrifiantes aussi, j'en ai vu plein, mais en fiction, on reste toujours dans l'espèce d'image d'alien, quoi. Ah bah oui. Pardon ? Ah, la fin de romance, ouais, avec la bagnole qui explose et tout, là. Pendant qu'elle accouche. Ouais, non, mais c'est vrai, mais je l'ai plus en tête. Là, je suis désolée. Moi, je trouve qu'il y a une personne, parce que bon, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup cherché quand j'étais enceinte, c'était des représentations d'accouchement. Il y a un documentaire que j'ai vu qui est très beau, qui s'appelle Regarde, elle a les yeux grands ouverts, de Yann Lemasson, qui date de 1980, qui est tout autant sur les avortements faits à la maison que sur l'accouchement. Et il y a ce film qui s'appelle Énorme, de Sophie Le Tourneur, où j'ai trouvé que c'était intéressant qu'elle utilise le dispositif du documentaire pour les contre-champs. Donc, c'est-à-dire on a un chant sur Marina Foïs qui accouche et le contre-champ est sur l'équipe médicale des Diaconesses et des Bluets. Et hasard, c'était la sage-femme qui, moi, m'a accouchée dans la vraie vie. Donc moi, j'ai eu un espèce de tremblement en entendant sa voix qui disait « Allez-y, madame, poussez !» J'ai revécu mon accouchement. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé suite au film. Je t'ai explosé le périnée en regardant le film. Toute une histoire. C'était des sages-femmes qui m'avaient dit un jour, quand on arrive en fin de carrière, on sait qu'on a poussé toute notre vie avec les femmes. Mais bon, bref. Et là, c'était le point périnée. Alors ça, c'est autre chose qu'on pourrait représenter. Non, mais même des représentations d'IVG, des représentations de fausses couches qui soient pas... Il y a une super belle scène d'auto-avortement dans... Revolutionary Road, là, Les Noces Rebelles, ah là là, magnifique, où on voit Kate Winslet à la fin pratiquer un auto-avortement toute seule dans sa salle de bain, et c'est filmé de façon très pudique avec juste le sang qui coule le long de la jambe. Enfin, c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai pleuré, et c'était très beau, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait, des représentations crédibles de situations intimes, en fait, liées au corps des femmes, quoi. Alors, on va regarder un dernier couple d'extraits. Le premier est un autre extrait de Libre, et le deuxième extrait vient de la série And Just Like That, qui est donc le reboot de Sex and the City, où c'est un parallèle entre Carrie Bradshaw qui s'est fait mal au dos et qui a très envie d'uriner, on continue sur les fluides, et sa meilleure amie Miranda qui découvre les joies du sexe. On peut lancer l'extrait. Alors celle-là, je ne l'avais pas du tout montrée dans le train. Tu choisis que des histoires où à la fin la personne se barre et te laisse en plan, mais jouisse quand même. Là, c'est quand même. Là, elle vient de changer sa vie, donc on la remercie quand même. Oui, non, que dire. Je suis prise au dépourvu là. Que dire. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant déjà, ne serait-ce que pour l'âge des protagonistes à l'écran, ça c'est clair. Toi, c'est une série que tu avais regardée ou pas, Sex and the City? d'à l'époque. Des années 90, ouais. Ouais, je me suis pas... Il y avait des trucs que je trouvais rigolos. C'était une des premières fois, entre autres, où elles avaient montré le fameux Rabbit, où ça parlait de vibro. Qui est un sextoy, tu sais, parce que je dis le fameux Rabbit, comme oui, ça. Oui, bon, c'est un vibro, quoi. Et c'était à une époque où le vibro n'était pas encore tout à fait démocratisé ici, en Europe, en fait. Faut dire, c'était un truc assez nord-américain. Il y avait, aux États-Unis, il y avait déjà des sex shops pour femmes du type Good
Vibration, etc. Mais en France, en fait, pour trouver un vibro, enfin, c'était assez compliqué. Fallait aller en sex shop, on trouvait des espèces de godes qui sentaient le pétrole. Enfin, je veux dire, c'était ça quand même hein, à l'époque. Et c'est vrai que le fait qu'on représente un rabbit comme ça vibrant dans la série, c'était déjà une espèce de révolution. Et après, je me souviens, il y avait eu des gens genre comme Sonia Rykiel qui avaient commencé à vendre des vibros dans leur showroom et ce genre de trucs, quoi. Et on a commencé à en parler de plus en plus. Mais en fait, j'avais trouvé ça à l'époque intéressant pour ça. Maintenant, je me sentais pas très concernée parce qu'il y avait un truc de classe qui faisait que je me sentais pas très concernée par des New-Yorkaises qui passent leur temps à boire du vin. Et bon, voilà, j'avoue que j'avais pas une empathie totale pour les personnages. Mais je trouvais ça quand même, rien que pour ça, intéressant. C'est qu'il y avait certains sujets qui, à l'époque, étaient assez tabous. Maintenant, ce serait intéressant de revoir la série maintenant pour voir si ça passe le crash test post-MeToo, en fait. Je sais pas si ça a si bien vieilli que ça, quoi. Ah, moi, je trouve que, pour moi, c'est une des séries les mieux écrites. Ok. Moi, je trouve qu'on est à un niveau, mais même là, en fait, je trouve que même ce niveau d'écriture-là, de faire 2 intrigues parallèles, de parler de fluide, de représenter ça, de terminer toutes les 2 par un Oh my God qui est totalement différent. Je pense que pour moi, c'est un niveau d'écriture. Après, de ce que ça raconte, je veux dire, dans la première version, d'avoir une héroïne qui cherche le prince charmant, évidemment, c'est quelque chose qui peut-être aujourd'hui nous paraît totalement dépassé. Mais là, je vais spoiler, mais là, la série commence en fait et Mr. Big, donc le grand amour de Carrie, est mort. Donc moi, j'étais trop contente. Enfin, ça y est, le mec est mort, quoi. Enfin. Donc qu'est-ce qui se passe? Et donc je trouve que c'est assez... En fait, c'est vrai que c'est une série, je trouve que très souvent, parce qu'elle est portée par des héroïnes qui adorent picoler et rigoler, elle n'est pas prise au sérieux. Mais pour moi, c'est une série en fait assez sérieuse et révolutionnaire, non seulement de représenter l'amitié féminine, et déjà à l'époque en fait il n'y en avait pas tant que ça, et je trouve là, même si on sent que les scénaristes veulent bien faire et être contemporains en abordant par exemple les questions raciales, les questions de classe qui sont là, sont plus abordées parfois vraiment avec des gros sabots. Mais je trouve que d'avoir Miranda qui a une aventure avec un personnage non binaire, je trouve ça assez fort, tout en sachant que dans la vraie vie, Cynthia Nixon est lesbienne et assumée, et c'est quelque chose dont elle a beaucoup parlé depuis la série. Je trouve ça intéressant d'avoir un personnage de plus de 50 ans qui découvre ça à ce moment-là de sa vie. Qu'est-ce que c'est que de coucher avec des personnes qui ne sont pas des hommes cis? Et ça, je trouve ça, dans une série très grand public, l'ouverture que ça peut apporter, je dis, ça va donner de l'espoir à beaucoup de personnes. Parce que là, en France, avec une intrigue comme ça, t'aurais eu genre le couple. Ah, je te présente papa, maman. C'est cette personne non binaire avec qui je suis en couple, et le père, ça aurait été joué par Christian Clavier. Et, enfin, je veux dire, ça se serait terminé comme ça, quoi. En fait, non, donc ouais. Mais toi, quand tu vois ça, est-ce que tu te dis que on est réellement en train d'aller vers quelque chose de plus contemporain, ou est-ce que je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce point. Iris est beaucoup plus défaitiste que moi. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui évoluent positivement. Il y a des choses où, effectivement, le fait qu'il y ait du sexe absolument partout dans notre environnement médiatique, il y a reproduction des stéréotypes, ça nous enferme dans certaines normes, etc. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Néanmoins, moi j'ai quand même l'impression qu'en termes de représentation, on a un peu plus de diversité quand même aujourd'hui. Et il y a certaines représentations de certaines personnes en tout cas que moi j'aurais bien aimé voir à l'écran quand j'avais 14-15 ans. Aujourd'hui, alors je sais qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a encore que la route est longue, mais il y a quand même il y a quand même pas mal de séries avec des personnes, des meufs qui sont pas hétéros. Enfin, je veux dire déjà, et ça, enfin, je sais pas, faut replacer dans le contexte. Moi, quand j'avais 14-15 ans, donc 94-95. La seule représentation qu'on avait, c'était Josiane Balasco dans Gazon Maudit, où il y avait Band, qui est par ailleurs un excellent film, mais où ils avaient pris par ailleurs une consultante, qui était Suzy Bright, je crois bien, qui est donc une féministe pro-sexe américaine. Enfin, ils avaient quand même fait appel à une consultante qui maîtrisait son sujet pour tourner, pour chorégraphier les scènes de sexe. Mais il y avait quand même peu... Oui, tout à fait. Mais sinon, Walou, quoi.
en fait. Donc, en termes de représentation, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même une plus grande... Même si on peut dire c'est du féminisme washing, même si blablabla, ou du pink washing, j'ai quand même l'impression qu'à l'écran, aujourd'hui, on a quand même plus de diversité. Même si, effectivement, parmi les producteurs, ils font pas ça par conviction. Mais quelque part, je crois que je préfère un producteur qui se dit c'est dans l'air du temps, il y a peut-être moyen de vendre ma série, et qui autorise la diversité à l'écran, finalement, que certains producteurs ou diffuseurs qui aujourd'hui vont faire blocus, vont faire barrage sur des projets parce que politiquement ils sont pas d'accord avec, quoi. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'on est encore en plein là-dedans. Non mais oui. Et il y a les deux. Il y a les deux, mais je trouve qu'il y a très peu de diffuseurs qui prennent vraiment des risques dans les représentations de minorités et de toutes sortes de minorités. Et je trouve que très souvent, on a quand même, quand on essaye de faire ce genre de récit, on a le moins d'argent. Il faut quand même aussi le dire. Ah ben oui, non mais ça c'est sûr. Évidemment que c'est le type de projets qui sont les moins financés. Mais c'est valable dans d'autres types de médias. Par exemple, si vous prenez le champ du podcast, il est surinvesti par les féministes, en tout cas pour la France. Mais pourquoi il y a autant de féministes qui font du podcast ? Parce que ça coûte... Parce qu'il n'y a pas de thunes, parce qu'il n'y a pas d'argent. En fait, là où il n'y a pas d'argent, vous allez trouver des femmes créatrices, quoi. Dans le cinéma, c'est pareil. C'est ce que disait Varda, hein, que quand on est une femme dans le cinéma, aujourd'hui c'est moins vrai, encore que ça bouge, bon voilà, bon bref. Mais ce qu'elle disait, c'était que les femmes étaient condamnées à faire des films intimistes, traduction sans argent, quoi, en fait. Mais c'est valable dans toutes les industries culturelles, en fait. S'il n'y a pas d'argent, vous allez voir... et dans le champ du documentaire, qu'est-ce qui fait que proportionnellement, il y a plus de femmes documentaristes que de femmes cinéastes? C'est parce qu'il y a moins d'argent dans le documentaire. Donc voilà, oui. Donc effectivement, tout ça pour dire, les projets, on va dire féministes ou militants ou quoi que ce soit, évidemment que ce sont les moins financés. Mais si c'était les plus financés aussi, il y aurait vachement plus de contraintes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes, hein, mais ça veut pas dire qu'on pleure pas des larmes de sang en salle de montage parce qu'on nous demande de faire des modifs. Mais c'est néanmoins, on a quand même la possibilité de le faire, une certaine liberté, alors que plus il y a d'argent et plus ça devient compliqué, effectivement. Bon, moi je vais rester sur la note positive parce que je trouve ça plus sympa que de dire ce que je pense. Réellement, on a gardé du temps pour qu'il puisse y avoir des questions dans le public pour Ovidie. Donc je vais vous donner la parole. Je vois déjà 3 mains levées et 4, mais on va venir vers vous avec un micro. Allez-y. Là. Allô, bonjour. Attendez, on va juste prendre cette question-là en premier. Allez-y. Ouais, là c'est bon. Ok. Bonjour. Moi, j'avais 2 séries qui me sont venues en tête par rapport au sujet et je voulais un peu avoir votre avis sur 2 trucs différents. Il y avait Normal People qui était sur un couple hétéro et je sais qu'il y a eu beaucoup de bruit là-dessus parce qu'avec la coordinatrice d'intimité, etc., sur justement la représentation des scènes, notamment moi je pense à leur première fois qui était en effet, au-delà de tous leurs sentiments dans toute la série, il y avait leur première fois qui était assez forte. Donc il y avait déjà celle-là et aussi je voulais en parallèle la série Scam qui est dédiée à un jeune public et qui justement s'ouvre vachement à un peu toutes les sexualités, toutes les choses. Il y a même un personnage avec le sida, bon, c'est pas forcément montré mais c'est un petit peu évoqué quelle sexualité elle pourrait avoir. Et donc voilà, sur ces 2 séries qui sont notamment une française, je voulais votre avis là-dessus. Alors, Normal People n'est pas une série française, c'est une série anglaise, et c'est même si là, elle a été diffusée sur France 5, et je pense que c'est extrêmement important de diffuser ce genre de série à 20h50, et c'est important pour les diffuseurs français de voir que ça fonctionne, alors que... et d'ailleurs, je crois qu'elle a été interdite au moins de 12 ans, alors qu'on voit plusieurs rapports sexuels. J'ai essayé de montrer cette scène à Ovidie dans le train, mais je n'ai pas réussi à la télécharger parce que j'avais pas de réseau. Donc, effectivement, je pense que Normal People est une série adaptée d'un livre de Sally Rooney. Et il y a une coordinatrice d'intimité qui a travaillé donc, les scènes d'intimité. Une coordinatrice d'intimité est un nouveau métier. Qui consiste en fait à accompagner les acteurs et les actrices dans la manière dont ils vont représenter les scènes de sexe et l'intimité. Et donc c'est un travail à la fois
Donc, pour Normal People, c'était Ita O'Brien, qui a vraiment travaillé une chorégraphie, qui a une méthode assez spécifique et qui vient aussi vraiment beaucoup du théâtre, qui est de travailler la chorégraphie de l'acte sexuel comme on travaillerait par exemple avec un cascadeur pour une scène d'action. Donc c'est vraiment de répéter chaque geste et de le faire pour que tout le monde se sente en sécurité. Et c'est des personnes les coordinateurs et les coordinatrices d'intimité, qui sont aussi présents au moment du tournage pour vérifier que les demandes des acteurs et des actrices soient respectées. Donc si une comédienne ou un comédien dit qu'il ne veut pas montrer cette partie de son corps, le réalisateur ou la réalisatrice ne peut pas le piéger en disant ah bah, désolé mais finalement on n'a pas assez de temps et finalement ce serait bien que tu te retournes vers la caméra à ce moment-là, ce qui malheureusement arrive extrêmement souvent et aussi extrêmement souvent sur nos plateaux français. C'est un métier qui commence à arriver en France, même si en France il existe une vraie résistance à l'existence des coordinateurs et des coordinatrices d'intimité, parce qu'on dit que ça va limiter la liberté de créer et la liberté d'expression. Et beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices disent qu'ils sont tellement proches de leurs comédiens et de leurs comédiennes que les comédiens et les comédiennes se sentent totalement en confiance avec eux. Moi, je suis personnellement pro-coordinateur, coordinatrice d'intimité, parce que tout simplement, je pense que ça oblige les réalisateurs et les réalisatrices de réfléchir aux scènes de sexe, plan par plan, puisqu'il faut expliquer comment on va filmer quelque chose. Donc c'est du travail pour moi, et que ce travail de réflexion qui est vraiment en amont, à mon avis, amène des scènes de sexe qui sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles racontent quelque chose. Et je pense que pourquoi Normal People est une série aussi importante, c'est parce qu'elle a su mettre en scène l'intimité, la vulnérabilité de ce moment-là, mais aussi de laisser la charge sexuelle en fait de ce moment-là. Et donc ça, c'est un bon exemple qui montre que même si on répète les gestes et que rien n'est volé pendant la scène, eh ben on peut garder une charge érotique, et que le consentement éclairé, c'est-à-dire demander à l'autre est-ce que tu as envie, est-ce que je peux toucher cette partie, c'est quelque chose qui peut très bien aussi exister dans les vies sexuelles. C'est aussi ce qu'on voit dans And Just Like That, où Che lui demande de manière très claire est-ce que je peux te toucher, est-ce que tu aimes ce que je fais, ce qui en fait sont des choses qui sont très peu écrites dans nos scènes de sexe françaises. Donc je pense que Normal People est vraiment une très grande série sur l'amour et l'intimité. Et pour répondre à Scam et Ovidie, je ne sais pas si toi tu connais Scam ou pas. Non. Ouais, mais c'est vrai que donc Scam, qui est aussi une adaptation française, je trouve fait un énorme boulot en fait dans tout ce qui est question d'inclusion et de diversité au sens large. Il y a aussi dans la saison 3, il me semble, une scène de sexe entre deux garçons. Et aussi il y a quand même toute une saison sur le déni de grossesse. Donc c'est quand même des thématiques intimes qui sont souvent abordées avec dans un public adolescent, et je trouve effectivement que c'est sûrement en France ce qu'il y a peut-être de plus contemporain, en tout cas dans nos productions, peut-être là aussi avec Drôle sur Netflix, où je pense aussi qu'il y a un vrai effort qui est fait dans ce sens-là. Je me faisais une réflexion quand tu parlais des coordinateurs et coordinatrices d'intimité et de consentir à chaque geste, à chaque... faut pas oublier aussi un truc, c'est que c'est pas juste consentir à telle pratique, à tel instant qu'on vit. On fait du cinéma ou de la série, ou en tout cas on fait de l'image filmée, donc on donne son image. Et la question, c'est pas juste, tiens, est-ce que je suis d'accord pour qu'il me touche le sein? La question, c'est, est-ce que je suis d'accord pour que cette image-là circule ad vitam aeternam, et quelle image ça donne de moi? Et là, ça devient vachement compliqué, parce que là, on commence à tomber dans l'épineuse question du slut-shaming et de toutes les actrices, de la différence de traitement entre les
des actrices qui font des scènes de sexe et des acteurs qui font des scènes de sexe, quel impact ça peut avoir sur leur carrière. De la même façon que quand on était au lycée, il y avait les filles qui couchent, bah là maintenant il y a les actrices qui baisent, entre guillemets, à l'écran. Donc ça fait qu'il y a certaines actrices, à partir du moment, on l'a vu, qui ont eu une partie de leur carrière brisée parce qu'elles avaient accepté de faire des scènes de sexe à l'écran et que derrière, bah, elles devenaient l'actrice qui faisait des scènes de sexe, donc on ne leur proposait plus que ça, que des rôles semi-érotiques ou des thrillers semi-érotiques ou des trucs comme ça. Et moi, ce qui m'a vachement perturbée, c'est que parfois j'écoute un peu le discours des actrices quand elles font de la promo pour la sortie de leur film sur le tournage des scènes de sexe. Parce que souvent on leur pose la question, mais comment vous avez vécu le tournage de telle scène, etc., etc. Et souvent, je vois que les actrices se sentent obligées de minimiser ce qu'elles ont fait. C'est-à-dire, je sais pas, Tom Cruise, il fait une cascade dans Mission Impossible, il va dire ouais, je l'ai faite moi-même et tout. Une actrice, si on lui dit oui, comment ça s'est passé le tournage des scènes de sexe, elle va dire alors réponse 1, c'était pas moi, ou alors qu'un homme il va pas dire bah oui j'avais un cascadeur, une doublure et tout, et non elle va dire c'était pas moi, ou alors ça va être par exemple comme après ce qu'avait dit Charlotte Gainsbourg, ou ce qu'avait dit aussi après la sortie de La vie d'Adèle, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, c'était une chatte en plastique. C'était une chatte en latex. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, si c'est vrai, on ne la voit pas. Mais en tout cas, s'il y a une pellicule en latex, elle est comme ça, quoi. Elle est de l'ordre d'un demi-millimètre. Mais c'est intéressant de dire, je n'ai pas fait tout à fait la scène de sexe. Surtout, ne me jugez pas comme une catin qui ferait des scènes de sexe. Il y a un truc qui est un peu de cet ordre-là, quoi. Oui, c'était bien moi, mais il y avait cette barrière symbolique du latex à cet endroit-là qui fait que, non, s'il vous plaît, me traitez pas comme une actrice qui fait des scènes de sexe. Il y avait ce truc-là de défense. Donc ça pose quand même la question du traitement, de la réception spectatorielle de ces scènes-là et du traitement qu'on réserve aux actrices. On se pose beaucoup, beaucoup moins la question pour les acteurs qui font des scènes de cul, quand même. Beaucoup, beaucoup moins. On va prendre une autre question. Bonjour. Déjà, je voulais dire que j'avais vu Libre quand j'étais plus jeune, au niveau du collège, et que j'avais vraiment apprécié. C'était vraiment très, très intéressant. Vous avez quel âge ? Comment ? Vous avez quel âge ? 19 ans. D'accord, ok. Et oui, ça se voit pas avec la barbe. et je voulais savoir, vous parliez de votre nouvelle série qui allait sortir, et je voulais savoir s'il y avait des inspirations avec la série Martin Sexe Faible. Non, on est dans un truc qui est beaucoup plus froid. On n'a pas poussé les potards de l'inversion. C'est-à-dire, ça se passe dans un monde inversé, mais c'est pas le seul principe narratif du film. Là, on est vraiment dans un... On pousse pas trop ça. C'est-à-dire, on l'oublie, l'inversion. C'est-à-dire, premier épisode, on se dit, ah oui, tiens, c'est bizarre, c'est curieux. En fait, c'est plus pour créer une sensation de malaise léger quand on visionne, plutôt que ah oui tiens regardez, pointer du doigt à chaque fois qu'il y a quelque chose de sexiste qui se produit à l'écran, quoi. Donc, mais effectivement je comprends la ref, c'était marrant d'ailleurs, mais il y avait eu d'autres trucs qui étaient chouettes. Il y avait Majorité opprimée, enfin il y avait eu plusieurs films sur ce principe-là il y a quelques années qui étaient chouettes. Alors il y a une question là, peut-être aussi une dans le fond. On va commencer par celle du fond, je sais pas. Bon, je sais pas. Bonjour, merci. Ok. Oui, moi c'est pas vraiment une question, mais c'était plus pour partager une série, c'est Outlander. Je sais pas si vous connaissez. Ah ouais. Qui, à mon sens, est une série dans laquelle des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui sont mentionnées, quoi. Par exemple, l'accouchement. Pour moi, est représenté de manière très naturaliste en fait dans la série, avec par exemple le fait que c'est au XVIIIe siècle, hein, donc, pour contextualiser un petit peu, et on voit que c'est un processus qui est long, qui est douloureux, il y a des changements de position, etc. On n'est pas dans l'anatomie truc frontal tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Il y a aussi une scène où la personnage qui vient d'accoucher accompagne la protagoniste, et à un moment donné a une montée de lait, donc elle doit évacuer son lait. Donc pareil, ça me faisait penser à l'idée des fluides qu'on a aussi mentionné tout à l'heure. Et aussi une réflexion sur le plaisir féminin dans le 7e épisode de la première saison,
lors du mariage des deux protagonistes, où l'homme lui demande est-ce que tu as ressenti quelque chose, et en gros elle dit non, mais je vais t'apprendre. Voilà, donc pour moi c'est une série qui répond à quelques-unes de ces problématiques, tout en étant une série assez mainstream, voilà, puisqu'elle est diffusée sur la chaîne Stars depuis 2014 et rencontre un large public. Voilà, je ne sais pas si vous voulez commenter, si vous la connaissez. Voilà, merci. Alors moi, je la connais assez mal. Je me souviens d'avoir analysé, il me semble dans le premier épisode, il y a l'héroïne qui se retrouve nue et qu'on était vraiment en plein male gaze, mais je sais que... Et je sais, il me semble aussi qu'il y a une scène de viol d'un homme, si je ne me trompe pas, à la fin. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pas une série que je connais assez bien dans son ensemble pour vraiment rebondir dessus, mais c'est vrai que quand j'avais analysé juste la mise en scène de la nudité et des violences, je trouvais qu'on restait vachement dans quelque chose de très stéréotypé et de très... à travers un regard voyeuriste. Pour moi, je trouvais que la mise en scène n'accompagnait pas justement l'idée de vouloir faire quelque chose d'assez contemporain avec une héroïne qui était assez contemporaine dans ce qu'elle pouvait faire, mais que malheureusement la manière dont les corps étaient mis en scène restait pour moi trop traditionnelle. Mais j'ai pas tout vu, donc je ne veux pas... Voilà, il y a les deux. Alors, du coup, je voulais déjà vous remercier pour votre intervention. C'est super intéressant. Et puis, de manière générale, pour vous remercier pour vos travaux à toutes les deux, parce que je travaille dans le milieu de l'animation avec les enfants, les jeunes, les ados, jeunes adultes, etc., sur l'éducation à la sexualité. Donc, du coup, forcément, merci pour tous vos travaux. Et après, alors, j'avais deux questions. Ça rejoint un peu la question sur les avis. La première, alors, est-ce que vous connaissez la série Sexify, qui est une série polonaise sur Netflix? Non. Du coup, c'est assez intéressant parce que c'est l'histoire Enfin, moi, j'ai été très surprise parce que, justement, une série polonaise, je ne m'attendais pas du tout, gros cliché, à ce qu'ils traitent comme ça de sexe clairement. Et justement, c'est toute la question du plaisir féminin. En fait, c'est 3 jeunes femmes qui vont s'interroger sur comment fonctionne le plaisir féminin et comment ça se fait que personne ne s'est posé vraiment la question et n'a pas créé d'algorithme, en gros, pour trouver, etc., pour le porno, pour tout, etc. Et l'autre question, alors là, c'est plus clairement mainstream, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de la série ou de tout le tapage autour de la série Sex Life et Ah, vous n'avez pas entendu parler? Ah, zut. Parce qu'en fait, c'est une série, pour moi, qui déconstruit justement c'est l'histoire en fait d'une femme américaine qui est mariée. Ils sont beaux, ils ont des enfants, tout le monde est beau, elle est femme au foyer, tout va bien, ils sont heureux. Et en fait, il s'avère que non, elle n'est pas épanouie sexuellement. Et c'est elle, en fait, et non lui, qui a des envies de sexe et qui repense à son ex et qui fantasme dessus. Et il y a tout plein de questions existentielles là-dessus. Sauf qu'en gros, ça a fait un tapage parce que, à une minute précise, dans un épisode, on voit littéralement le sexe du mec. Et c'est un gros sexe. Et donc, les médias s'en sont emparés en mode « Ah bah voilà, il a un gros sexe ». Et tout n'a tourné qu'autour de ça. Alors qu'en fait, la série... Comme toujours dans la vie. Voilà, c'est ça. Et la série est pour moi bien plus que ça. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir vos avis. Mais du coup... On est passé à côté du gros sexe. Mais la question, j'avais envie... Bon, déjà, on s'excuse s'il y a des Polonais ou des Polonaises dans la salle. On s'excuse de les avoir offensés 2 fois aujourd'hui. Mais les jeunes que vous voyez en animation, en intervention, est-ce que vous savez ce qu'ils regardent comme série? La réponse, c'est Sex Education. Pour ceux qui... Alors la réponse, c'est ils regardent du porno et Sex Education. Ça s'améliore, on nous dit. Je crois beaucoup
à la prochaine génération. Je crois beaucoup à la prochaine génération de diffuseurs. J'attends juste que les personnes partent. Et je suis mal barrée parce que j'essaye moi-même de faire une série, donc je pense qu'après ce genre d'intervention, après qui va pleurnicher I'm cancelled. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a des alliés, parfois. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de MeToo assez brièvement, et donc je voulais vous demander un peu votre avis sur, pour vous, l'impact qu'a eu MeToo sur le male gaze et sur toute la représentation des femmes à l'écran dans les séries et même dans le cinéma plus largement. Alors peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais pour moi il y a un avant et un après MeToo quand même en termes dans les industries culturelles. Hein. Il s'est passé quelque chose entre-temps, c'est-à-dire, encore une fois, on peut voir ça comme du feminist washing, mais il y a eu quand même un certain nombre de diffuseurs ou de producteurs qui ont compris que le monde bougeait et qu'il fallait sortir des représentations à la papa, et qui ont écouté, ne serait-ce qu'écouté, ou en tout cas mis des chargés de programme pour écouter des créatrices avec des projets engagés. Tout à l'heure, tu parlais de Camille Ducellier. Voilà, il y a des personnes militantes comme Camille Ducellier qui peuvent aujourd'hui faire des séries sur Slash, par exemple. Ouais, voilà, absolument. donc il y a des choses quand même qui évoluent. Est-ce que c'est parce que tout à coup, ils ont pris conscience que tout ça, fallait que ça change ? Non, évidemment non. Ils ont pris conscience que voilà, qu'ils y avaient un intérêt économique, un intérêt d'audience, un intérêt de plein de choses, mais un intérêt de communication. Mais il n'empêche qu'il y a des portes qui, depuis MeToo, et ça c'est vraiment après MeToo, mais c'est valable pour le monde de l'édition et c'est valable pour le monde de la création sonore aussi. Il y a vraiment, et c'est valable pour le cinéma également. Il y a plein de choses qui ont changé après MeToo. Après, il y a des moments un peu au-delà du réel. Moi, j'ai déjà vécu des situations où il y avait des diffuseurs ou des patrons de chaînes dans des espèces de soirées de remise de prix, de machin et tout. Je me suis demandé où j'étais et où ils passaient sur scène, récupéraient. Donc on distribuait des prix du meilleur féministe de l'année à des mecs diffuseurs. Enfin bon, c'était complètement, c'était fou. Moi j'étais là, je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? Et le discours à chaque fois, c'est-à-dire les quelques femmes qui sont allées chercher des prix, disaient ah on est pour un féminisme inclusif. Je dis bah ouais moi aussi je suis pour un féminisme inclusif. Oui inclusif avec les hommes quoi. J'étais là ah ouais on parle pas de la même inclusivité quoi. Mais ouais, donc oui, il y a des choses qui ont changé aussi parce qu'ils ont compris qu'ils avaient un intérêt là-dedans, quoi. Et c'est ce qui fait aussi qu'on se retrouve avec des situations un peu bizarres. Enfin bon, bref, non, parce que après je me mets en danger. J'ai quand même une fille à nourrir et des chiens, donc je vais rien dire. Bah oui, mais je suis d'accord avec Ovidie. Je pense qu'il y a, mais déjà il faut, enfin. Aux États-Unis, quand MeToo arrive, il y a aussi Time's Up qui arrive, et les personnes qui organisent Time's Up, c'est quand même vachement des femmes de l'industrie. C'est quand même Shonda Rhimes, c'est Reese Witherspoon, et donc pour moi, toutes ces créations sérielles, le fait que Shonda Rhimes ait quand même transformé le visage des héroïnes aux États-Unis sur ABC. En montrant des femmes noires, en montrant des femmes racisées, tout ça en fait est totalement lié pour moi. Le moment culturel est lié à la création cinématographique. Et de la même manière, voilà, je pense que Reese Witherspoon, qui avait cette image de jeune comédienne, en fait, est quelqu'un qui est devenue productrice, que ce soit Shonda Rhimes ou elle, en fait, il y a des enjeux financiers qui font qu'elle monte au créneau et qu'il y a une politique derrière et qu'il y a des choix d'assumer le fait d'être politisée dans des endroits de création. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus compliqué en France d'avoir cet aspect qu'on va nommer militant dans la création. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, cet extrait de Nona et ses filles. On a une héroïne qui va tout de suite dire qu'elle est féministe, qui se définit comme ça. Ça reste extrêmement rare. Donc je pense qu'il reste des vraies différences quand même. Moi, je connais mieux la France et les États-Unis, donc c'est pour ça que je parle de ces exemples-là. Mais je pense que le tournant culturel MeToo aux États-Unis a été beaucoup plus rapide que ce qui se passe en France, et notamment le fait que sur par exemple, les séries HBO,
y ait une obligation d'avoir un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité. Ça n'est pas du tout le cas en France. Donc on n'est pas aux mêmes endroits politiques, on n'est pas non plus dans les mêmes conditions financières et c'est pas du tout les mêmes économies, ce qui change beaucoup en fait de facteurs. Et je pense qu'il faut penser en fait MeToo aussi de manière économique et de la même manière qu'on pense en fait toutes les questions d'inclusion et de diversité, à partir du moment où les diffuseurs comprennent que ça génère de l'argent, parce que ça génère de l'argent, c'est-à-dire que ça fonctionne, là, ils remettent des billes. Donc tout ça est lié, quoi. Merci. Alors, il y a une question là-bas. Bonjour. Voilà, moi je voulais avoir votre avis aussi sur la série Euphoria, qui a été réalisée et écrite par un homme, et notamment sur les représentations des minorités et globalement, voilà, surtout la présence importante de la sexualité dans cette série et qui peut paraître aussi un peu trash. Ouais. Ça va être pour moi, ça. Ouais, ouais. Alors, je n'ai pas pu regarder la saison 1 d'Euphoria parce que je trouvais qu'il y avait... parce que c'était trop violent pour moi et j'ai dû regarder la saison 2 parce que je suis critique dans une émission qui s'appelle Le Cercle et il fallait que je parle de la saison 2. Donc j'ai regardé la saison 2 sans avoir regardé la saison 1. J'ai vachement aimé la saison 2, mais je sais qu'elle est vachement critiquée. Mais tout en ayant... conscience notamment de la nudité de certaines des comédiennes et je sais qu'il y a eu des demandes qui ont été faites d'enlever certaines scènes de nudité gratuite et que ça a été respecté après le tournage par le créateur. Après, pour moi, en fait, je pense que je suis un peu déformée, mais pour moi, Euphoria, c'est une très grande série sur l'addiction. Pour moi, c'est ça le sujet d'Euphoria, c'est l'addiction. Et c'est vivre avec des personnes qui sont addictes et qui replongent. Et du coup, c'est vrai que moi, l'aspect... En fait, je vois même plus le sexe. Pour moi, je vois que ce qui m'émeut dans Euphoria, j'ai l'impression que c'est un créateur qui nous fait confiance aux spectateurs et aux spectatrices dans notre intelligence. Et je le dis vraiment de manière personnelle, et je peux très bien comprendre qu'on voit ça différemment, mais et peut-être qu'il y a trop de choses qui m'échappent parce que j'ai pas vu la saison 1, mais par exemple, il y a un geste qui, moi, me touche beaucoup, qui est le personnage du père de Nate, et on a ce flashback, en fait, de lui, je crois que c'est à l'épisode 5, et on comprend à l'épisode 7 que c'était lui dans le flashback de l'épisode 5. Par exemple, cette liberté de montage-là, de pas donner forcément toutes les clés immédiatement, de prendre le temps de dire que ce mec, en fait, est gay et qu'il est refoulé, et qu'en fait, ça n'excuse rien non plus, mais que ça nous raconte quelque chose d'autre, et de faire confiance à notre spectateur, à notre intelligence de spectateur-spectatrice, je trouve ça très beau, quoi. Et pour moi, j'ai rarement vu, en fait, un personnage autant traverser les affres de l'addiction, et je pense que ça concerne, en fait, beaucoup de personnes, et aussi, ça concerne une génération. Et voilà, donc pour moi, c'est une très grande série sur l'addiction, et peut-être moins sur la sexualité. Masters of Sex. Et bah oui, c'est. Bon, j'en ai beaucoup parlé. J'ai fait une série, j'ai fait un documentaire de 26 minutes sur cette série. Donc, pour dire rapidement, c'est basé sur deux chercheurs dans les années 60-70 qui ont fait des études sur le sexe. Et la série est intéressante parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on a pu découvrir de manière scientifique dans les années 60, notamment grâce à Virginia Johnson, qui était une mère célibataire, qui a repris ses études après avoir fait 2 enfants et qui a découvert notamment que l'orgasme féminin n'était pas un orgasme vaginal, mais un orgasme clitoridien, que l'orgasme clitoridien pouvait être déclenché par voie externe ou interne. Je vous fais tout le cours pour ceux qui ne sont toujours pas au courant. Que la femme était multi-orgasmique. En fait, tout ça, c'est
c'est des choses qu'on sait de manière scientifique depuis les années 60, mais qui malheureusement n'ont pas été diffusées de manière très large, quoi. Et donc c'est intéressant pour moi d'utiliser le médium sériel pour faire passer en fait un discours scientifique qui est malheureusement tombé dans l'oubli. Et je pense que c'était vraiment une série assez réussie. Et voilà. Et après c'est vrai que c'était je pense qu'elle n'a pas connu un énorme succès, mais que en tout cas c'est intéressant de se replonger dans ces études-là. Une question là, ouais, allez-y. Vous avez à 2 reprises, pendant la discussion, non, même avant, parlé de voyeurisme, et plutôt dans des termes négatifs, avec un peu de négativité. Du coup, ça me pose la question, j'aimerais que vous approfondissiez un peu. Est-ce que pour vous, une bonne scène de sexe au cinéma ou à la télé, c'est une scène qui interdit au spectateur d'être uniquement voyeur ? Alors c'est une très bonne question. Non, je pense que en fait, ce qui me questionne, c'est pas de manière positive ou négative, c'est l'omniprésence de ce dispositif-là. Et je trouve que les personnes qui utilisent le dispositif du voyeurisme pour commencer des scènes de sexe sont des personnes paresseuses. Et je pense qu'il est vraiment temps que quand on utilise des mécanismes de la scopophilie, donc du plaisir à regarder en tant que voyeur, ce soit fait, mais de manière consciente. Et je pense qu'on peut évidemment jouir en étant voyeur et qu'il n'y a rien de mal ou de là-dedans, ni de bien en fait. Mais ce que j'interroge, c'est le systématisme de ce geste cinématographique et de mise en scène. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'être avec les corps et dans les sensations que d'être à distance des corps. Et je trouve que cette distance, c'est une manière fausse en fait de se protéger de ce qu'on est en train de regarder, qui rejoint en fait cette question des scènes de sexe et de la véracité de la scène de sexe. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'être près du corps des acteurs ? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'être vraiment excité et de l'assumer ? Et je trouve que le dispositif de la mise en scène du voyeurisme est une manière de se protéger en fait de ce qui nous fait vibrer et de ce qui brûle. Et je trouve que ce serait intéressant de s'y atteler vraiment et d'utiliser ce dispositif-là de manière explicite, enfin d'expliciter que c'est un choix de réalisation et pas juste une béquille. Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur une série qu'on a vue là il y a 2 jours dans le cadre de Série Mania, qui est Becoming Elizabeth, sur la vie d'Elizabeth I. Il y avait une scène dans le 2e épisode où le personnage masculin demande son consentement à Elizabeth pour la toucher. Et on s'est tout de suite dit « Oh, consentement !» Et tout de suite après, on s'est dit « Ça s'est probablement pas passé comme ça ». Et en fait, je me demandais ce que vous pensez de cette représentation d'une scène potentiellement réelle, parce que c'est vraiment inspiré de la réalité, mais qui est du coup mise en scène avec aujourd'hui en tête. Et voilà. Tu veux répondre, Aurélie ? Ça dépend. Réponse facile. Ça dépend. En fait, ça dépend. Tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que les représentations avaient une influence sur notre façon de vivre notre propre rapport au corps, notre propre intimité, notre propre sexualité. Donc, effectivement, c'est vrai que si on a l'habitude de représenter des situations où le sexe est très clairement consenti à l'écran, on va plus, si par exemple l'homme demande à sa compagne est-ce que tu es d'accord pour, peut-être qu'à la longue, à force d'être confronté à cette multiplicité de situations, cette multiplicité d'images, nous-mêmes, on va finir par le faire. Après, je dis ça dépend, parce qu'effectivement, on est dans une situation où là, il y a clairement un anachronisme clair. Enfin, je ne l'ai pas vu, cette séquence, mais donc se pose la question de quelle est la fonction du cinéma, quelle est la fonction d'une série, quelle est la fonction d'une création culturelle. Est-ce que c'est une fonction pédagogique ? Enfin, c'est un vieux débat, en fait. Est-ce qu'il y a une fonction pédagogique derrière, ou est-ce qu'on essaie juste de représenter une réalité, donc d'être plus proche du réel, donc d'être plus proche de ce qui s'est vraiment passé, à savoir que certainement qu'elle n'a pas joui, et certainement qu'elle n'a pas consenti, et certainement que ça s'est pas passé top, quoi. Mais c'est un vieux débat, ça. C'est un vieux débat. Après, moi, je me rends compte qu'en fait, on se pose toujours cette question-là
quand il est question d'orgasme féminin et de consentement, c'est-à-dire que quand c'est des questions de viol, on se la pose jamais. Enfin, moi, le nombre de fois où on m'a dit oui, mais dans Game of Thrones, eh ben, ils violent différemment parce que c'est pas la réalité. Franchement, en fait, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire que je pense que si on se pose tout le temps la question de la véracité historique, en fait, on se la pose tout le temps que sur certaines questions. Ah bah tiens, non, moi je ne crois pas qu'il y avait des Noirs à cette époque-là, mais en fait, qu'est-ce que t'en sais? C'est-à-dire que ces arguments-là, ils sont souvent utilisés quand on essaye justement d'être plus inclusif ou de réfléchir au consentement ou à des sexualités peut-être qui font un peu bouger les lignes. Donc en fait, on n'en sait rien et on s'en fout. Et si l'on... Enfin, voilà, ça ne va pas dire que ça va faire de cette série une bonne série ou une mauvaise série. Je pense que quand les choses sont plaquées, mais à tous les niveaux, on le sent. Et quand ça raconte quelque chose dans une narration, dans un personnage, dans un rapport sexuel, on le sent. Et donc la question, c'est est-ce que ça apporte quelque chose à une narration, à une caractérisation d'un personnage, à une trajectoire, à un contexte? Voilà, moi, c'est ça les questions qui m'intéresse dans une construction d'une fiction, quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est sûr qu'il y a plus de scènes de viol à l'écran que de scènes où on demande le consentement. Mais pour revenir sur cette histoire de voyeurisme ou pas, on peut se poser aussi la question de comment les scènes de viol sont filmées. Parce que de fait, on place le spectateur dans une position de voyeur, typiquement le tunnel d'irréversible. Qu'est-ce qui fait qu'on tourne comme ça? En général, c'est quand on n'a pas fait soi-même l'expérience d'eux. C'est la question de l'expérience aussi que ça pose. Est-ce que dans notre corps, on a fait l'expérience d'eux? Donc forcément, ça va avoir une influence sur la façon dont une réalisatrice va filmer une scène d'accouchement versus un homme réalisateur va filmer une scène d'accouchement ou une scène de viol. C'est qu'il y a la question de faire l'expérience dans son propre corps. Et forcément, la façon dont on va filmer cette histoire-là, donc filmer un viol, va être radicalement différente de... Enfin, je ne sais pas qui était le réa de cet épisode-là, enfin de ces épisodes, parce qu'il y en a eu plusieurs sur les viols dans Game of Thrones, mais je suppose que c'était pas des meufs. Dans Game of Thrones, il n'y a que 2 femmes. Enfin, moi, je me souviens de 2. Il y a 2 femmes qui ont réalisé sur les 78 épisodes. Il y a eu combien de viols en tout là dans Game of Thrones? Il y en a eu beaucoup. Mais j'ai fait un livre vraiment où je fais le calcul. Où tu fais le décompte. Ouais, j'ai fait tous les décomptes, ouais. J'ai tout compté. Je crois que c'est dans Sous nos yeux que j'ai fait vraiment tous les décomptes. Je crois qu'on est à 2% d'épisodes réalisés par des femmes et 2% d'épisodes écrits par des femmes. Et alors le nombre de viols, beaucoup. Et notamment, un des réalisateurs d'une scène de viol avait dit que pour lui, au début, c'était un viol, mais à la fin, c'était pas un viol. Voilà, donc on en est là. Donc voilà, c'est la série qui est quand même le plus téléchargée au monde. Hein, donc ça raconte quelque chose aussi de l'impact que ça peut avoir sur un imaginaire. Et aussi beaucoup de scènes de viol érotisées. Puis là, on a vu qu'on n'est clairement pas dans la fidélité, un événement historique, vu qu'il y a des dragons, machin et tout. Ils auraient pu demander le consentement, même si c'était anachronique. Exactement. Ou je sais pas quoi, en fait. Ils auraient pu. On aurait dû leur dire. En fait. Moi, c'est plus une réflexion, mais j'ai quand même bien envie d'avoir votre avis. C'est un peu le problème que je veux soulever, c'est aussi, je ne sais pas le pourcentage, mais beaucoup de femmes n'ont jamais connu d'orgasme. Par conséquent, pour la représentation, que ce soit au cinéma ou en série, personnellement, ma réflexion, c'est que si, admettons, 50 Shades of Grey ou After ou Bridgerton cartonnent aussi, c'est très prude. Et parce que la française, je pense, qui ne connaît pas le plaisir, est assez prude et pudique. Et par conséquent, les chaînes, là je parle des chaînes publiques, pas trop des plateformes, mais donnent très peu, puisque la personne va se choquer dès qu'il se passera un truc un peu olé olé, si j'ose dire. Donc c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue de... Moi je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense qu'on montre pas l'orgasme féminin parce que c'est beaucoup trop puissant. C'est-à-dire que si toutes les femmes connaissaient leur corps et savaient jouir, et ben on serait pas dans ce patriarcat-là. Moi je pense que c'est vraiment une volonté de limiter le savoir. Je pense qu'on est dans une société qui veut limiter le savoir sur le plaisir féminin.
Le pourcentage, je crois que c'est quand même 10%. Et il y a des séries comme The Bold Type qui en parlent, qui ont une héroïne qui a jamais eu d'orgasme et qui en parle. Et ça, je trouve ça vraiment assez rare et du coup assez intéressant d'avoir aussi une héroïne qui arrive à dire je ne connais pas l'orgasme. Et moi, la raison pourquoi je me suis intéressée aux séries, c'est que j'avais l'impression que c'était justement une manière de pouvoir apprendre à comment jouir. Je pense que l'éducation sexuelle des femmes et du plaisir féminin passe aujourd'hui par les séries. Et que c'est un outil politique pour moi, d'éducation, mais d'éducation politique. Parce que dans les manuels de biologie, si on regarde en France, il n'y en a qu'un seul qui met le mot clitoris. Et qu'il faut, aux États-Unis, pour entendre le mot clitoris sur une chaîne de network, je crois que c'était dans Crazy Ex-Girlfriend, et il me semble que c'est en 2018, la première fois qu'on entend ça, 2018. Donc c'est pour ça qu'on en est aussi loin. C'est-à-dire que ce savoir autour du plaisir féminin, le clitoris, il est découvert au XVe siècle par un Italien. Donc c'est pas qu'on ne connaît pas l'existence du clitoris, c'est que ça a été, on le voit d'ailleurs dans ce qui s'appelle vraiment le Grey's Anatomy, qui est vraiment le livre de biologie, on voit que ça disparaît à certaines époques. Le mot clitoris disparaît littéralement des pages d'anatomie. Donc ça raconte quelque chose. L'excision, elle est évidemment physique pour beaucoup de femmes, mais elle est aussi psychique dans notre société. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a fait disparaître l'organe du plaisir chez la femme. Et donc, c'est pour moi un geste politique hyper important de pouvoir le nommer, de pouvoir le dire, et notamment dans cet épisode où il a été... Parce qu'il y a aussi les codes de censure. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une commission qui s'appelle la FCC qui contrôle les scripts et ce qu'on peut dire dans les scripts. Donc, il y a certains mots, comme par exemple le mot vagin sur Grey's Anatomy, qui a été censuré. C'est pour ça que Shonda Rhimes a inventé le mot VJJ, c'est pour contourner la censure. Alors que le mot pénis avait été dit dans un épisode 17 fois. Et donc, quand on entend pour la première fois... Sur vagina, il y a un vrai dossier aussi. Le nombre de fois on dit vagina dans les films ou dans les séries, alors qu'en fait on parle de vulve. Quoi. Sûr, il y a un vrai sujet, vulve. On dit jamais vulve. Quoi. Ni clitoris, ni vulve. Donc, et d'ailleurs, le mot clitoris avait été accepté dans cet épisode de Crazy Ex-Girlfriend parce que c'était considéré comme un contexte médical, parce que l'héroïne citait un rapport qui c'est le orgasm gap, qui est que les femmes lesbiennes jouissent beaucoup plus que les femmes hétérosexuelles, ce qui est une réalité scientifique. Donc c'était dans ce contexte-là que le mot avait été placé. Mais donc pour moi, c'est pas une question des femmes qui connaissent mal leur corps et qui seraient mal à l'aise face à des images. Pour moi, c'est une volonté de ne pas partager un savoir qui est un savoir révolutionnaire. La femme n'a pas besoin d'un homme pour jouir. La femme ne jouit pas par la pénétration d'un sexe masculin. Donc tout ça, c'est quand même hyper important que ça puisse être un discours véhiculé dans des séries grand public, et qui manque pour moi en France. Et les femmes qui n'ont pas d'orgasme ne sont pas forcément prudes, et ce n'est pas forcément l'apothéose de connaître l'orgasme dans sa vie, mais je veux dire, tout ça est lié quand même à la question du rapport que les femmes ont à leur corps, et qui malheureusement, comme le montre très bien Ovidie dans la série Libre, il y a tellement de dictats. Comment est-ce qu'on peut déjà prendre conscience qu'on vit avec ces dictats-là ? Moi, je pense que l'autre, avec sa jambe de bois, là, au début, il aurait dû la finir avant de partir, quoi. Évidemment. Franchement. Qui sait pas faire. Je pense que c'était même pas dans sa sphère de pensée. Non, je pense pas. Mais c'est aussi l'autre problème, en fait. C'est-à-dire que quand même, le rapport hétérosexuel, c'est pour ça que toutes les deux, on sort de l'hétérosexualité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? C'est vraiment, il y a un moment, basta, quoi. La vie est trop courte. Ouais, ça va être le mot de la fin, je le sens.